messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct d'une cuisine de Rimouski, Québec, Marie-Ève Albert. Je suis pas bébé dans une cuisine. OK, c'est pas tout le monde qui a dans le fond son studio et dans la cuisine. Marie-Ève, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. On revient dans nos têtes, on revient de Cardiff. Nous, on avait fait un petit party parce qu'on aime beaucoup Marie-Pierre, parce qu'elle a sauvé notre ami Philippe Farley. Depuis qu'ils sont ensemble, Philippe va beaucoup mieux. Et c'est une bonne personne, elle est toujours souriante. Là, elle s'en allait à Cardiff. Puis là, tout de suite, moi, je te fais mon introduction. Il y a deux sortes de Québécois qui sont allés en Angleterre. Il y a ceux qui ont été déclassés et knockés violemment. Tu sais, je vais te parler de Joe Jordan, je vais te parler de Kevin Bizier contre Kell Brook, ça a été violent. Tu as ceux qui ont fait la limite, mais qui n'ont pas gagné vraiment de ronde. Puis là, tu as ceux qui sont allés en Angleterre faire augmenter leur valeur. De qui je parle? Je te parle de Jean-Pascal. On l'a découvert contre Carl Froch. C'est là qu'on a fait comme « Mon Dieu, quelle bagarre! » Et là, Marie-Pierre Roule, je fais un parallèle avec Jean-Pascal. Et je l'avais dit à beaucoup de monde avant le combat, puis tu sais, elle n'était pas là. Je le disais à mes amis. Attendez-vous à ce qu'elle perde par décision, mais qu'elle augmente sa valeur, puis qu'elle ait une grosse prise d'expérience. Fait que j'ai l'impression, comment je vois ça, c'est que oui, elle a été défaite. Puis moi, je ne me plaindrai pas de la carte des juges. C'est 7-3 ou 8-2, c'est juste. Moi, j'avais 7-3. Elle a essayé du début à la fin. À part de là, elle n'a rien laissé en arrière. Elle ne dira pas qu'elle a des remords ou des regrets. Elle a tout donné. Une fois, elle s'est fait ébranler à la fin du 5e ou du 6e, mais elle est revenue. Superbe performance. Moi, je dis, promène-toi le menton haut, puis en boxe féminine, il y a moins de culture du zéro. Elle risque de avoir des chances, puis des chances encore si c'est ça qu'elle désire. Moi, j'ai déjà spoté des adversaires que j'aimerais l'avoir affronté pour la faire remonter un peu en arrière. Oui, tu as raison. Il y a pas. Moi, je trouve qu'un 7-3, c'est tout à fait correct. Même, il y en a qui ont peut-être donné 8-2. Moi, j'avais 7-3. Elle a vraiment été surprenante pour plusieurs. Il y a des gens qui ne s'attendaient pas à voir Marie-Pierre comme ça parce que les gens se fient. Tu sais, Marie-Pierre est dure envers elle-même dans ses post-mortem, tout de suite après combat. Sébastien Gauthier aussi. Ils vont se fier peut-être à ce qu'ils ont vu sur le dernier combat contre Marisol Moreno, puis se dire, elle n'a pas de calibre d'aller au championnat du monde, ce qui est faux. Elle a appris des choses contre Marisol Moreno, puis elle a appliqué ce qu'elle a appris contre Sandy Ryan. J'ai trouvé que c'était flagrant. On le voyait très, très bien qu'il y a eu du travail après le combat de Marisol Moreno. Comment elle revient au 7e round, tu sais, mais il me semble que c'était à la fin du 5e qu'elle se fait brasser. Au 6e, on pense même que nous autres, on est dans notre salon, là, on se regarde avec des phases d'enterrement comme ça va peut-être arrêter au 6e parce que ça a brassé pour vrai. Et elle sort un 7e round, peut-être le meilleur round de sa soirée. Fait que là, j'étais content aussi qu'elle surmonte cette adversité-là. Puis au niveau de l'expérience, là, c'est du gros gain.
C'est très payant au niveau de l'expérience. Marie-Pierre, tu sais, chez les femmes, dans 2 ans, elle pourrait retourner en championnat du monde. Ça va bouger beaucoup dans ces catégories-là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, toute l'année, en fait. Puis on en parlera un petit peu plus tard parce que j'ai d'autres sujets qui vont recouper ça. Mais Marie-Pierre, là, elle ne tombera pas loin dans le classement parce qu'elle a perdu contre Sandy Ryan. Ils vont probablement essayer de la repositionner rapidement contre un combat intéressant pour elle, avec un combat intéressant pour elle. J'ai trouvé que, somme toute, elle a montré bien des choses. On a vu qu'elle avait un menton, premièrement. Ça, c'est tout le temps des choses. Avoir un menton, c'est pas naturel. Hein? Il y en a qui l'ont et il y en a qui l'ont pas. Oui, ça peut se travailler au gym avec du certain type de... Mais il y en a qui le développeront jamais. Puis ça va les empêcher de pouvoir performer face à l'élite. Parce qu'aussitôt qu'ils se font toucher, ils prennent peur, ils reculent, ils n'avancent plus. Ou encore, ils vont subir un knock-out difficile puis s'en remettre plus difficilement après. Puis on a tous des noms en tête. Il y en a des gens qu'on voyait comme des gros prospects puis qui ont de la misère à s'en remettre. Puis l'image est là. Marie-Pierre, là, contre Sandy Ryan, c'est 2 cogneuses, premièrement. Donc, Marie-Pierre, by the way, elle a affecté Sandy Ryan. Le lendemain, on voyait Sandy Ryan sur les réseaux sociaux avec un œil de panda. Elle a fait ça. Elle a appelé ça un œil de panda, même. Oui, elle fait que Sandy Ryan avait un œil de panda. Fait que, ça veut dire que Marie-Pierre a réussi à la toucher, puis elle l'a touché assez solidement pour avoir cet œil de panda-là. Il y avait d'autres bobos d'en face. Là. C'était pas walk in the park pour Sandy Ryan du tout. Sandy, elle a travaillé fort, mais moi, j'ai une question à te poser, puis je trouvais que c'était... moi, je disais un manque de respect, mais dans la semaine avant, on a entendu parler à Eddie Hearn qui disait qu'il y avait déjà un combat de signé entre Sandy Ryan et Jessica McCaskill. C'est pas mettre de la pression. Moi, j'ai trouvé là, que Sandy Ryan, elle s'est mis beaucoup de pression. Tu sais. Je ne sais pas à quoi qu'elle carbure, mais genre, elle en mettait, puis elle en mettait. Puis, tu sais, Eddie Hearn qui sort pour dire McCaskill. Il me semble que la fille, elle a quelques combats professionnels. Oui, elle a beaucoup d'expérience amateur, mais il me semble que ça a été mal joué par son équipe. J'ai trouvé que tout était brouillon dans l'équipe de Sandy Ryan. Puis en plus, le clan McCaskill a répondu à ça. Avant que le combat arrive, Rick Ramos m'a clairement répondu. Moi, j'ai demandé à Rick Ramos, c'est vrai qu'il y a un contrat de signé? Il m'a dit pas pantoute. Il dit, il n'y a pas de contrat de signé. Oui, ils nous ont parlé de ça, mais il dit, moi, ce qui m'intéresse, j'ai envie d'être patient puis d'attendre de voir ce qui va se passer avec Cathy Taylor puis Chantel Cameron. On en parlait tantôt, là, ils vont s'affronter le 20 mai, ces 2 filles-là, parce que chez les 147 livres, ça peut changer la donne. Cette victoire ou cette défaite de Cathy Taylor face à Cameron à 140. Il y a des gens qui vont peut-être vouloir descendre pour des titres vacants, donc ils attendent. C'est pas pressant d'affronter Sandy Ryan, mais McCaskill va se battre en sous-carte de Berlanga à New York contre Ivana Abazin dans pas long. Fait qu'imagine-toi donc, c'est comme si on met McCaskill aussi sur un combat quand elle en a un en attente aussi. As-tu remarqué qu'on dirait que McCaskill, elle a abandonné 2 titres pour créer quasiment une compétition pour pouvoir revenir. Tu sais, la bonne vieille stratégie de moi, j'ai envie de faire de l'argent, j'ai 41 ans, j'abandonne mes titres, Ryan les prend, Eddie Hearn a de l'argent, je vais aller me repayer là-bas. On dirait qu'elle a joué. Moi, je trouve qu'elle a bien joué la carte. Ils placent leur pion, le clan McCaskill, pour avoir juste des gros combats à cette heure. C'est ça qui les intéresse. Elle va passer à Vasine, qui n'a pas le choix de passer. Mais pour Marie-Pierre, qui a montré qu'il avait un menton, qui a montré qu'il était capable de toucher puis gagner des rounds contre Sandy Ryan, il y a un défaut qui est revenu, mais que c'est tout à fait, ça peut se corriger en gym. En plus, Sébastien Gauthier l'a flagué, lui, pendant le combat aussi. À un moment donné, il a dit dans le coin, je pense que c'était entre le 6e et le 7e, puis après ça, il me semble Marie-Pierre, elle s'est adaptée puis est allée faire son gros 7e round. Il lui a dit, arrête d'y courir après, arrête d'y courir après. Parce qu'à un moment donné, au début, Marie-Pierre a commencé en force les 2-3 premiers rounds, mais pas McCaskill, mais Sandy Ryan s'est adaptée à ça, puis elle a vu que Marie-Pierre fonçait, puis elle a commencé à déplacer Marie-Pierre en lui coupant le ring, la déplacer un petit peu, puis forcer Marie-Pierre à gaspiller beaucoup d'énergie, à courir après elle pour la toucher. Mais ça, Sébastien, il l'a vu à un certain moment dans le combat, puis tout de suite, elle s'est adaptée. Alors, ça veut dire que ça, en gym, dans un autre combat, elle va pouvoir travailler là-dessus. Des fois, tu peux être un pressure fighter, mettre la pression sans tout le temps courir après. Des fois, là, tu peux juste attendre que l'autre vienne vers toi puis avancer dessus quand l'autre fait un pas. Tu mets la pression pareil. C'est d'aller vers l'autre quand c'est le bon moment. À un moment donné, Marie-Pierre, elle courait beaucoup. C'est de l'épuisement. À un moment donné, on gaspille beaucoup d'énergie à faire ça. Mais Sébastien, il l'a flagué dans le coin. Là. Il a dit arrête d'y courir après. On l'entend clairement. Je comprends, par exemple, parce que tu es en Angleterre. Tu n'es pas en Angleterre, tu es au Royaume-Uni. Si tu veux
gagner des rondes, il faut que tu en fasses. Tu sais, les Il y a rondes des serrées, raisons les à ça, rondes. exactement. Je peux comprendre Maintenant, que la mentalité derrière que j'aille arracher des rondes. Je vais te faire ma prédiction. Tout de oui, suite, je vais faire une prédiction. Le dernier gala du groupe Yvon Michel, là, c'était de la bouette au casino. Tu n'es pas obligé d'embarquer, moi je le dis. Là, ma c'est pas là. prédiction, c'est qu'il faut arranger les affaires pour eux autres. Fait que ma prédiction, ils vont mettre Marie-Pierre Roule en finale. Ça va devenir la tête d'affiche. Tu sais, les saisons de boxe, des fois, on va parler de saison 23-24. Puis là, ils vont sortir le calendrier, mettons, on va dire à mi-juillet. Fait que là, moi, je te le dis, ma théorie, c'est que Marie-Pierre va devenir la poster boy de groupe Yvon Michel. Puis elle va faire des finales au casino, exemple, au mois d'août puis au mois de décembre, avec la visibilité que ça amène de faire une finale. On va entendre beaucoup parler d'elle. Puis, boum, on retourne en championnat du monde avril 24. Je te donne 2 noms que je voudrais voir Marie-Pierre affronter, qui sont tout à fait crédibles pour elle et qu'elle pourrait battre et qui sont de l'élite. OK? On a parlé l'année passée d'une Canadienne qui s'appelle Candy Wyatt. Candy Wyatt vient de battre Kirsty Bavington en Angleterre. Ouais. Elle est sur une lancée. Elle a On va affronté parler de Mika Bavington Hill. plus tard. Fait que, tu sais, 1 an plus tard, ce combat-là serait tout à fait faisable, Laurent. Ça serait tout à fait faisable. Je vais cacher mon petit titre parce qu'on ne voit plus la face. Ça serait tout à fait faisable. Ça serait intéressant. Ça serait une adversaire le fun à amener au Québec. C'est une Canadienne, donc c'est tout à fait organisable. Et moi, je crois que Marie-Pierre a ce qu'il faut pour faire un bon combat contre cette fille-là. Ça serait enlevant, ça serait un combat pour les fans. Deuxième choix, on a surveillé Mekaskill en sous-carte de Berlanga sous peu. Elle affronte son aspirante obligatoire qui s'appelle Ivana Abazin, une fille qu'on a déjà vue, une Européenne, qu'on a déjà vue contre Clarissa Shields dans le passé. Ivana Abazin, c'est une fille qui fitterait très bien avec le style de Marie-Pierre. Marie-Pierre, selon moi, a un style pour battre Ivana Abazin et pour mener le combat contre Ivana Abazin. Ivana Abazin a une grosse fiche, beaucoup de victoires, une grosse machine en arrière d'elle à première vue, mais ça reste que son promoteur n'est pas très riche. C'est elle, le promoteur avait bidé pour le combat contre Mekaskill, elle avait battu Matchroom, puis finalement, c'est ramassé qu'il n'est pas capable de l'organiser parce qu'il y a trop de vidéos. Puis c'est Matchroom qui a repris ce combat-là plus bas sur une sous-carte aux États-Unis. Ça serait faisable d'amener Abazin au Canada, je crois, si on se prépare bien. Et pour Marie-Pierre, ça serait très payant, ce type de combat-là. Une victoire sur Abazin, ça serait très crédible. C'est elle qui est la WBC Silver, by the way. Peut-être que tu n'as pas nommé Olivia Giroux là, dans cette histoire-là. Je crois qu'on est rendu ailleurs. Marie-Pierre, en faisant une belle performance quand même contre Sandy Ryan, elle montre qu'elle appartient aussi à ce top 5 ou à ce top 10. Peu importe, au top de cette catégorie-là, je crois qu'il va falloir, pour que Marie-Pierre puisse être bien préparée pour une opportunité de championnat du monde, il va falloir quand même investir sur elle pour au moins lui amener une fois de temps en temps une adversaire qui coûte un peu plus cher, mais qui va être énormément payante en matière d'expérience puis de positionnement dans les cartes, puis dans les classements d'association. Désolé, on n'a pas d'argent. Que se passe-t-il dans la tête de l'équipe de Sky Nicholson? Sous carte de Marie-Pierre Roule, il y avait une fille qui s'appelle Sky Nicholson que j'aime bien. Sky Nicholson, que j'ai interviewé une couple de fois. J'ai assisté 2 fois à des combats d'elle live. C'est une fille qui affrontait cette fois-là Linda Laura Leka. Une adversaire qu'on avait vu se faire planter un mois avant contre une autre fille qui s'appelle Raven Chapman en Angleterre. Donc, cette fille-là, ça faisait un mois qu'elle s'était faite planter à plate couture, qu'elle n'avait pas gagné un round contre une autre adversaire à 126 livres. Là, Sky Nicholson, OK, on va parler de faits, OK? Elle a fait un bon combat dans la mesure où c'est pas qu'elle a fait un bon combat, mais c'était son meilleur combat depuis ses débuts pro. Parce qu'elle a amélioré des affaires, pareil, OK? C'est une fille elle a gagné par décision unanime, elle a gagné pratiquement tous les rounds. Sky, c'était légitime, on ne contestera pas ça, il n'y a pas de vol là-dessus, mais elle a commencé à arrêter de lancer juste des single punch. Tu sais, avant, on disait tout le temps, Sky, elle lance juste des power punch, elle n'utilise pas son jab, puis après ça, elle court autour de son adversaire, elle tourne beaucoup, elle se déplace beaucoup. Là, elle a fait du 1-2. Elle a fait du 1-2. C'est une petite progression. Tu sais, il n'y avait pas des combinaisons de la mort qui tue, là. On avait vraiment des petites combinaisons légères, encore apparentées beaucoup au style amateur. Mais tu sais, on a vu aussi un footwork qui était intéressant, quoiqu'elle coupe le ring d'une drôle de manière. Des fois, je ne suis pas sûre. On a l'impression qu'elle gaspille autant d'énergie à déplacer l'adversaire
que l'adversaire elle-même en gaspille en se déplaçant. T'sais. Fait que ça veut dire peut-être que le ring n'est pas tout à fait coupé de la bonne manière parce que quand quelqu'un coupe bien le ring, lui économise l'énergie puis il se positionne bien versus l'adversaire qui doit dépenser à se défendre puis à s'adapter. Je trouve que l'équipe de Sky Nicholson va vite en affaires, Laurent. Son dernier combat là, au mois de février là, contre Tania Alvarez, c'était un horrible combat. Tu sais, Tania Alvarez n'a pas beaucoup d'expérience. Elle s'est présentée à New York au Madison Square Garden en avant de cette fille-là de Sky Nicholson, une Olympienne qui a au-dessus de 200 combats. Puis, elle l'a fait mal paraître. Elle a un style tout croche comme Cynthia Lozano, elle, Alvarez. Elle n'avait pas d'affaires en vrai dans le ring contre Sky Nicholson, mais il avait décidé que parce qu'elle avait une fiche positive, que c'était comme ça paraissait bien. Tu sais, ça paraissait bien. Mais crime, Alvarez l'avait complètement déclassée. Elle avait quand même gagné la ceinture Sky WBC Silver qu'elle a mis vacante la semaine d'après. Là. Mais c'était par la peau des fesses, comme on dit. Là. C'était vraiment pas un beau combat. C'était pas un combat pour les fans. Fait qu'il fallait voir quelque chose de plus. Là, on a vu un petit quelque chose de plus, mais ça reste qu'elle est protégée à mort. Puis, on veut déjà l'envoyer dans son prochain combat. C'est ce que Eddie Hearn a dit contre la détentrice du titre WBC intérim, qui est une fille d'Argentine. Ça veut dire qu'on s'attend, on aimerait que cette fille-là, Sky Nicholson, se positionne en arrière de Amanda Serrano pour un combat de championnat. Là. On veut en faire l'aspirante obligatoire de Serrano, mais c'est parce qu'entre toi et moi, là, Laurent, là, on n'est pas là, là. On n'est vraiment pas là. Ça ne serait pas un combat intéressant pour les fans. Premièrement, Serrano contre Sky Nicholson, ça serait un combat plate parce que Sky est très lente. Elle tire son 1-2, mais le rythme du combat est lent. On ne l'a pas vu contre des pressure fighters encore à la Serrano. Je me demande comment elle va faire, comment elle va réagir. Peut-être qu'elle va me surprendre. Là. Mais son coach, Eddie Lam, lui, il est comme plus sur le frein. Il dit, j'aimerais ça avoir quelques combats de plus. Tu sais? Mais Eddie Hearn est pressé. L'autre Eddie Hearn est pressé. Ils veulent tout la positionner, mais c'est comme s'ils montent une fiche dans la Watt versus d'autres prospects qu'ils ont chez Matchroom. Ben, si on veut parler de prospects chez Matchroom, maintenant une fille comme Elise Cotney, une fille comme Ebony Bridges aussi qui est rendue championne, à qui on a mis des bons combats pour monter leur carrière. On n'est pas là avec Sky, Laurent. Là, j'ai hâte à notre prochain sujet, okay, parce que j'ai préparé. Je t'ai préparé. Tu peux lancer le prochain sujet, là, j'ai hâte de le voir en bas d'écran. C'est lequel le prochain sujet? Dis-moi-le. Christina Linardatou. Ouais. Bon, là, Christina Linardatou, là, j'ai été lire là-dessus, puis ça m'a fâché, OK? Elle va battre Alicia Baumgartner. Là, tu me diras, je me trompe dans mon histoire. Après ça, elle fait une bataille de tous les instants contre Katie Taylor où elle aurait quasiment pu mériter une nulle ou une victoire. C'était à ça. En Angleterre. Ouais. Là, attends, là, je ne veux pas que je me perde dans mes dossiers. Là, elle va affronter Priska Vico et elle décide, en pleine COVID, de goûter aux joies de la maternité. Ouais. Elle fait un enfant, tout va bien. Et là, elle revient. Elle va battre une fille qui s'appelle Vujovic, mais elle a de la misère à se trouver des combats. Et là, boum! Mais elle est bonne. Là. Moi, je ne pensais pas qu'elle était bonne de même. Là, on attend un combat contre Maillard, puis ils nous vendent ça un peu rigolo. 5 pieds 9 contre 5 pieds 5, mais la fille arrive avec des talons hauts, Maillard. L'autre, elle ne met pas de talons. Fait que là, on se dit, ouais, elle est bien trop grande. Mais là, tout va bien. Puis là, j'ai hâte à ce combat-là parce que j'étais allé voir l'affiche, puis j'ai vu, OK, hein, la fille bat Katie Taylor, on va t'avoir une tabarouette de guerre. Verre de contact permanent, il annule le combat. Mais elle l'avait déjà, son verre de contact permanent contre Katie Taylor. C'est complètement ridicule. T'sais, je peux comprendre, peut-être que son œil s'est dégradé depuis ce temps-là, mais c'est pas ça qui a été véhiculé. Ce qui a été véhiculé, c'est que... Puis en plus, ce combat-là nous est vendu plusieurs semaines d'avance. Ça doit faire depuis le début de l'année qu'on sait que Christina Linardatou va affronter Maillard. Donc là, les filles sont en camp d'entraînement, dépensent de l'argent. Linardatou se déplace pour des conférences de presse. Ils font la conférence de presse, le fait
Ils font le face-off. Il arrive le jour de la pesée, combat annulé. La BBB Officie décide de ne pas sanctionner à cause du fait qu'elle a une lentille permanente dans un œil. Une lentille qu'elle a toujours eue ou presque pendant sa carrière et qui n'a jamais causé de problème à cette même BBB Officie quand c'était le temps d'affronter Cathy Taylor. Donc, c'est-tu parce qu'il y a eu une dégradation de l'état de l'œil? Ça, on ne le sait pas. Puis si c'est ça, ben, ils ont peut-être pris la bonne décision. Mais à première vue, c'est pas ce qui est véhiculé. Ce qui est véhiculé, c'est vraiment parce qu'elle a cette lentille-là, ils n'ont pas sanctionné. Donc, ils ont peut-être changé leurs règles aussi à la BBB Officie. Mais ce qui est ironique, Laurent, c'est qu'ils ont trouvé un adversaire à Maillère à moins de 24 heures de vie, qui s'appelle Lucy Wilder, qui est une Suédoise qui vit en Angleterre depuis plusieurs années, qui est quand même une bonne boxeuse. C'est une boxeuse décente, c'est pas une no-name, mais pour protéger une fille, on annule son combat parce qu'elle a une lentille qu'elle a toujours eue, mais il n'y a pas de problème à prendre une fille qui ne savait pas du tout qu'elle affrontait Maillère 3 heures avant la pesée. Ainsi va la boxe. Ainsi va la boxe. Fait que, tu sais, un peu d'ironie, la BBB Officie, quand il dit on veut protéger les boxeurs, ben, c'est un petit peu bizarre. Oui, Lucy Wilder est arrivée fight ready. On l'a vu, elle est top shape, c'est une athlète. Hein. Cette fille-là, Lucy Wilder, là, ça fait toutes sortes de sports. Elle en fait, là, si tu checkes un peu sur elle, ça fait je pense qu'elle fait du kickboxing, elle fait il y a une panoplie de sports qu'elle fait. Là. C'est une fille qui est vraiment en forme, qui est allée chercher des médailles dans d'autres sports aussi. Mais n'empêche que tu n'as pas eu de camp d'entraînement, tu n'as pas beaucoup d'expérience en boxe pro. C'est sûr que Maillère a dominé. Mais je veux mettre un bémol là-dessus. Maillère a peut-être dominé, mais j'ai trouvé que c'était un de ses moins bons combats. Peut-être parce qu'elle était déstabilisée face à l'adversaire qu'elle connaissait moins. Ça peut être ça. Puis elle n'était pas chez elle non plus dans ses repères. Elle est en Angleterre. C'est pas les mêmes règles, la même structure, tout ça. Mais Maillère, là, elle a un défaut. Puis en 2021, on recule loin, là, Laurent. Elle s'était battue contre une fille qui s'appelle Annabella Farias, Erika Farias. Puis j'avais dit sur ce podcast que je trouvais ou sur une de tes chroniques, je ne me rappelle plus, je trouvais que Maillère avait la tête statique pas mal. Je trouvais qu'elle ne bougeait pas la tête. C'était revenu dans ce combat-là. Puis j'avais remarqué ça contre Alicia Baumgartner aussi. Tête statique, peu de mouvement de tête, beaucoup de déplacements en ligne droite. C'est difficile. Ça commence à être difficile. Là, les gens commencent à connaître Maillère plus. On l'a vu contre des méchantes bonnes boxeuses. Tu sais, quand tu connais plus une boxeuse, tu peux l'étudier plus. On commence à en voir beaucoup de combats sur les grosses plateformes de cette fille-là. En sachant ça, qu'elle ne bouge pas sa tête, ça va devenir un vrai problème si elle ne le corrige pas, sincèrement. N'importe qui est le moindrement de QI box, là, va tout de suite flaguer ça. Là. C'est la première affaire qu'ils vont flaguer. Tandis que, gars, comment elle se met à risque pour, mettons, l'uppercut ou pour le crochet quand elle fait tel type de combine. C'est un vrai problème. Je n'ai pas trouvé Maillère resplendissante. C'est vraiment pas son meilleur combat. C'était son premier combat à 135 livres. On comprend qu'elle veut se positionner en arrière de cette chère Cathy Taylor parce qu'elle veut sa chance. Mais ça ne veut pas dire que ça va être Cathy Taylor, son target. Si jamais il se passe de quoi à 140 livres puis que les titres tomberaient vacants après le 20 mai, mettons, Maillère, à son 5 pieds 9, là, est capable de monter à 140 livres. Là. Ça pourrait être ça, son prochain move. Il faut faire bien attention. Il faut faire bien attention. On va suivre ça. Ouais. Et là, on va se diriger en France, où oui. Ségolène Lefebvre retrouve sa chère ceinture WBO. On se remet en contexte, Laurent, la saga Ségolène Lefebvre. Ségolène Lefebvre, championne WBO, elle a gagné son titre en 2021, si je ne me trompe pas, contre Paulette Valenzuela, fin de l'année 2021. Fait sa première défense de titre en mai 2022 contre Melania Soroche, une Espagnole, et prévoit un combat contre Alondra Garcia comme défense, une deuxième défense, c'était prévu en octobre. Elle se rentre en camp d'entraînement avec Delphine Pearson, elle fait son camp d'entraînement et 3 semaines avant son combat, elle se brise, elle se fracasse la main. C'est pas une petite blessure de main, là. Il a fallu mettre des tiges là-dedans. C'était une opération majeure. Il y avait une réhabilitation qui était nécessaire de plusieurs mois. C'était une fracture de la main assez sévère. Le combat est annulé. Et là, la WBO ressort un peu plus tard, vers la fin de l'année, une règle qui existe comme quoi que parce que la championne n'a pas pu défendre
dans un délai prescrit, parce que son dernier combat qu'elle avait fait, c'était le mois de mai. Je pense que c'était comme 9 mois ou quelque chose comme ça, qu'elle ne pourrait pas le défendre. Ils l'ont mis champion in recess et ils lui ont enlevé son titre qu'ils ont remis en jeu de façon nébuleuse contre 2 filles qui venaient du 126 livres. On s'entend que Ségolène est une 122 en Argentine, dont Marcela Cunha, qui avait 46 ans. Ils ont mis son titre en jeu en Argentine et c'est Deborah Dionysus qui l'a gagné. C'est une bonne boxeuse, Deborah Dionysus. Elle a déjà été championne dans une autre catégorie de poids. Elle est redevenue championne, pas de problème. Fait que là, ils ont mis Ségolène comme aspirante obligatoire, Laurent, pour ce combat-là. Pourquoi je dis que c'est nébuleux, la règle, la WBO? C'est parce qu'elle n'est pas appliquée également. Pour Ségolène, ils l'ont appliquée systématiquement, mais du monde comme Lawrence O'Cauley ou Dina Torslund, ça faisait plus qu'1 an qu'ils étaient inactifs. Les autres, ils n'ont jamais perdu leur titre. T'sais. Là, Marie, je ne vais pas te faire de peine, là, mais je lisais ce matin le président de la WBC qui dit « Ah, va falloir que Beterbiev se dépêche pour affronter Callum Smith. » Il a laissé Adonis 5 ans à ne pas défendre ses ceintures. C'est ça. Ben, on est dans la même catégorie. Là. Tu sais, des règles nébuleuses qui ressortent quand ça leur tente. C'est ça. C'est des règles nébuleuses qui ressortent quand ça leur tente. J'ai haï les 4. Fait qu'en WBO, au moins, Ségolène a pu avoir quand même sa chance d'affronter Dionysus hier en France. Elle a dominé, mais outrageusement, Laurent. Elle a eu 3 cartes de juge de 97-93. On s'entend que c'est contre une championne et une ancienne championne d'une autre catégorie qui est quand même encore capable de se battre. Fait que c'est normal. Moi, je trouve que 3 cartes de 97-93, c'est très clair. Il n'y avait pas d'ambiguïté là-dedans. La fille est arrivée, l'Argentine, avec l'idée d'y faire pression. Elle était un petit peu plus petite. Elle avait peut-être 5 pouces d'allonge de moins au niveau de la portée. Elle était plus petite un peu que Ségolène aussi. C'est parce que Ségolène, là, c'est la meilleure chez 122 livres. Il n'y en a pas comme elle, Laurent. Il n'y en a pas. C'est la meilleure technique. Elle n'a peut-être pas nécessairement de puissance pour faire de style knockout à la Beterbiev, mais elle a un QI box exceptionnel et techniquement, ses déplacements, sa manière de contrer quand quelqu'un fait de la pression sur elle, sa manière d'utiliser son long jab pour écœurer puis de déplacer la personne, d'y couper le ring. C'est vrai, c'était une masterclass là, hier. La pauvre Argentine n'avait pas de solution. Il n'y a pas un round où elle avait des solutions. Elle en a gagné quelques-uns, mais c'était des rounds chèrement disputés, ceux qu'elle a gagnés, l'Argentine. Ça aurait pu basculer de l'autre bord. Il y a même des gens qui me disaient que Ségolène avait gagné tous les rounds. Fait que, tu sais, sincèrement, la fille est redevenue championne. Elle mérite son titre. La saga est terminée. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va advenir parce que Ségolène n'a toujours pas de promoteur. Donc, ça reste difficile pour elle d'organiser des unifications qui vont peut-être la mettre dans des conditions optimales. Tu sais. Je fais un lien, c'est pas vraiment un lien, mais je trouve que les filles, ça fait 2 que je vois sans promoteur, qu'ils gèrent bien leurs médias sociaux. Je vois Alexa Koupiki, on en parlera, je ne sais pas quand, là, mais elle va très bien. Elle gère bien ses médias sociaux. Ségolène, la même chose, je la voyais gérer ses médias. Les filles n'ont peut-être pas d'équipe, mais genre juste leur cerveau, c'est une équipe à elles seules. Ils font bien leurs choses. Ségolène, elle a un avantage, Laurent. Elle a un coach qui s'appelle Robert Pantigny, qui est un coach de renom en France, un très bon coach, qui, lui, il donne tout pour son équipe. Il est vraiment ingénieux quand c'est le temps d'aller chercher de l'appui, d'aller chercher de la visibilité. Il organise les événements localement chez lui. C'est incroyable comment cet homme-là, Robert Pantigny, sacrifie des choses pour que sa boxeuse réussisse. C'est une relation qui est magnifique. Dans le coin, je l'entendais, il était calme. Ségolène était calme. Ça se trans. Tu sais, quand le coin est d'une certaine manière, souvent l'athlète va s'aligner à son coin. C'est tout le temps, je voyais la relation dans le coin, comment ça se passait. Elle avait son frère qui était là aussi dans son coin. Je trouve c'était impeccable, mais cet homme-là, Robert Pantigny, faut le mentionner, il fait un travail de malade. C'est un travail de fou pour que cette Ségolène réussisse puis réussisse bien. Ils sont très confiants qu'elle va unifier dans le futur. Vive la France! Vive la France! On a 4 méga combats que tu voulais survoler brièvement parce que possiblement, il y en a qu'on va parler dans notre prochaine émission de juin. Oui, il y en a certains qui vont avoir été, les 2 premiers, clairement, vont avoir eu lieu. Pourquoi j'ai ciblé 4 combats? C'est 4 combats qui vont avoir lieu dans les 6 prochaines semaines.
qui sont des clashs de stars. C'est toutes des stars contre des stars. C'est tous soit des combats qu'on attendait ou des combats qui ont quelque chose de particulier. C'est des combats à regarder, à ne pas manquer pour toutes sortes de raisons différentes. Mais le premier, c'est le gros combat qu'on attend. C'est Cathy Taylor contre Chantel Cameron. 20 mai, en Irlande. Cathy Taylor va être chez elle. Ce n'est pas à Croke Park. Il garde Croke Park pour plus tard contre Serrano dans l'année. Mais ce combat-là, pourquoi c'est un gros combat? C'est qu'on a 2 championnes undisputed qui vont s'affronter. Taylor, la championne des 135 livres. Cameron, la championne des 140 livres. Taylor monte à 140 livres, donc ne met pas ses titres à 135 en jeu. Elle monte pour essayer de devenir championne undisputed dans une deuxième catégorie, pour essayer de s'aligner à Shields, qui est aussi championne dans 2 catégories différentes. Là. Et elle le fait chez elle. C'est un combat qui va avoir une incidence énorme sur ce qui va se passer en boxe féminine. Parce que Cathy Taylor, si elle bat Chantel Cameron, dis-toi ça, le lendemain matin, les titres à 140 livres vont être vacants. Les 4. Pourquoi je dis que les titres à 140 livres? Parce que Taylor veut affronter Amanda Serrano plus tard cette année. C'est déjà coulé dans le béton que ça s'en vient. Mais ça va être à 135 livres. Donc, si elle se ramasse undisputed dans 2 catégories, parce qu'elle bat Cameron, elle va garder ses titres à 135 pour les mettre en jeu contre Serrano dans le rematch et va mettre vacant les titres à 140 livres. Ça a de l'incidence parce qu'il y a plein de femmes qui sont à 135 et à 147 présentement qui checkent. Tu sais, on parlait de McCaskill tantôt. À 140 aussi? Ben, puis à 140 aussi, bien sûr. Mais la richesse, tu sais, qui pourrait vouloir les titres à 140, Laurent? Je vais t'en nommer des noms, là. McCaskill, qui veut être championne dans 2 catégories différentes. Tu sais, on parle de McCaskill contre Ryan, qui pourrait être pour Undisputed à 147. McCaskill n'est pas folle. Elle se bat au mois de juin, McCaskill. Ce combat-là va être passé. Fait que ça se peut que si Cameron perd, ça se peut que McCaskill fasse son combat contre Abazine puis descende à 140 finir sa carrière pour essayer d'avoir des titres vacants. OK? Ça pourrait arriver. Michaela Mayer pourrait monter à 140. Si elle n'a pas d'opportunité à court terme contre Cathy Taylor, si elle n'a pas d'opportunité contre Baumgartner non plus pour son rematch, elle est capable, à mesure 5 pieds 9, elle est capable de monter à 140 livres, c'est 5 livres de plus. Mais il y a aussi nos amis Terry Harper et Natasha Jonas qui sont à 154, mais qu'on dit c'est des fausses 154, ils se battaient à 130 il n'y a pas longtemps, là. Du combat, tu sais, du 140 livres, ça peut être attrayant pour essayer d'aller chercher des titres dans une nouvelle catégorie. Et là, Marie, j'ai de la misère à te suivre, là, parce que là, on parlait de Taylor Cameron, puis là, tu as parlé 135, 147, 154, un peu plus, tout le monde peut y aller, là, à 140 livres. Les filles, c'est plus facile parce que comme, tu sais, si on parlait de gars, là, on ne serait pas dans cette discussion-là. Ouais. Chez les filles se tiennent beaucoup plus proches de leur catégorie de poids de prédilection, font des plus petites coupures de poids que les garçons. Donc, c'est pour elles, descendre de 5 livres de plus ou monter de 5 livres, c'est pas majeur. Tu sais, mettons, tant qu'à faire une coupure à 135, je vais arrêter ma coupure à 140. Des filles qui, tu sais, une Michaela Mayer, par exemple, qui coupe jusqu'à 135, elle va juste couper moins pour se rendre à 140, puis ça ne la dérangera pas d'être plus sapine. Parce que même avec la réhydratation, les boxeuses chez les femmes sont souvent sapines. Attendez-vous pas à voir Cathy Taylor gonfler à bloc à 140 livres. Elle a toujours battu à 135, puis c'est pas pour rien. T'sais? Fait que c'est pour ça que je dis que les possibilités, si Taylor gagne, ça va être multiple. Si Cameron gagne, là, on est ailleurs. Si Cameron gagne, on est ailleurs, elle va garder ses titres, Taylor va redescendre à 135, garder ses titres, puis on continue sa vie normalement. Moi, je m'attends que Taylor gagne contre Cameron au point. C'est une prédiction et ça va être une décision unanime. C'est rare que tu fais des prédictions. Hein. J'ai 4 prédictions pour toi. Prochain combat, Terry Harper va affronter Cecilia Braekhus. Braekhus qui refuse de prendre sa retraite. Elle va-tu se battre un autre 15 ans? Là? Elle gagne jamais. Moi, je l'ai. Pourquoi Braekhus et Harper, c'est intéressant? Ben, c'est pas si intéressant que ça quand on parle boxe, si on parle d'un point de vue boxe. Parce qu'on l'a vu, Cecilia Braekhus à 154 livres, elle vient de remonter après une longue inactivité. C'était lent. Hein? C'était pas mal lent. Puis on s'entend qu'Harper est dans vingtaine. Elle a de la puissance et elle a de la vitesse en tabarnouche.
Fait que je m'attends à ce que Harper s'amuse avec son idole Cecilia Brækhus, une de ses idoles, un petit peu. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'au knockout. Brækhus a quand même un certain menton. Elle a survécu à McCaskill 2 fois sans se faire knocker. Mais Harper est une foudroyante power puncher aussi. Alors, ça pourrait même... Moi, je m'attends à une décision unanime large pour Harper, mais ça pourrait même être un knockout peut-être entre le 6 et le 8e round. Pourquoi c'est intéressant pour Harper de prendre ce combat-là? Mais ce n'était pas son premier choix. Harper, elle voulait Natasha Jonas pour Undisputed et Jonas a refusé une offre de 600 000 parce qu'il y a une chicane entre Jonas et Matchroom, on le sait. C'est pas facile. Il y a des rancœurs. Eddie Hearn et Ben Shalom, ça ne s'entend pas. Au même parti. Non, c'est ça. Fait que pour Harper, ben c'était comme le 2e meilleur choix disponible à ce moment-là. Mais Harper, si Jonas niaise trop longtemps, elle va descendre. Là. Elle ne restera pas à 154 livres si elle n'a pas la possibilité d'aller chercher des combats compétitifs puis d'aller voir d'autres ceintures. Puis comme je te disais, le 140 livres devient une option intéressante pour elle. Moi, je rajoute, je fais fi là, de ta liste de 4 combats, j'en rajoute un. Ouais. J'adore les combats scène locale. J'adore quand il y a un lien avec nos boxeurs québécoises. Et là, ici, il y a un lien, mais il n'y a pas de Québécoises en jeu. Maria Lindberg, qui est rendue à 46 ans, pour vous donner une idée, Lindberg, la Suédoise, elle s'est tellement fait assommer chez les amateurs qu'il y a un film sur l'histoire de comment elle a survécu de sa commotion cérébrale. Mais elle ne veut pas arrêter. Elle a 46 ans, 20 victoires, 8 défaites. Elle va affronter Femke Hermans, celle qui est venue nous faire la surprise d'histoire de 2022. C'est un combat que j'aime pas beaucoup. Je sais que tu ne l'aimes pas, mais moi, je vais le surveiller parce que j'ai mis 2 comparables. Genre. C'est ça que les comparables... Le mot dit comparable, Laurent. J'aime ça, les comparables. On le dit, là, mais toi, tu adores ça. Moi, j'aime pas ça. J'aime ça, mais jusqu'à certain point. La fille qui affronte la fille contre... Non, mais c'est sûr que Femke Hermans contre Maria Lindberg, on s'entend qu'on aurait pu avoir quelque chose de mieux pour Femke Hermans. Je dis ça, j'arrête ça là. Point. Juste Femke Hermans est plus intéressante pour Terry Harper que Cecilia Brækhus, à mon avis. Moi, je me demande si j'ai quasiment peur qu'on tombe dans le piège d'amener si Lindberg fait des rondes, qu'on l'amène contre Mary Spencer après, là, tellement que c'est tout le temps les mêmes noms qu'on voit. Je ne veux pas voir Mary Spencer contre Maria Lindberg. Si ça arrive, je vais être très déçue. Mais c'est souvent les mêmes noms qu'on entend. Claressa Shields, ça m'a pris un peu par surprise. Est-ce que c'est parce qu'elle a déjà tout nettoyé? Non. Est-ce qu'elle est vraiment insultée puis elle veut venger la seule fois qu'elle est allée ses fesses? Mais combat qui ne sert à rien, qui va être outrageusement dominé contre Claressa Shields parce qu'Anna Gabriel n'a pas beaucoup d'activité. Rappelle-toi qu'elle devait se battre en Colombie, en sous-carte d'Oscar Rivas, puis on ne l'a jamais revue. Je ne sais même pas si elle a boxé dans les dernières années. Elle n'a pas boxé depuis à peu près 2 ans, Laurent. Ouais. Puis aussi, il faut se rappeler qu'Anna Gabriel était heavyweight. Pourquoi qu'elle était heavyweight? Parce qu'elle ne voulait plus faire de coupure de poids. Mais c'était 168 et plus. Il ne faut pas que les gens mais ça reste que Shields, là, ça va être à 160. Oui, c'est juste 168. Oui, mais moi, Anna Gabriel... Tantôt, tu disais que la fille a juste à couper 5 livres. Oui, mais c'est pas pareil pour Anna Gabriel. Anna Gabriel, elle ne voulait plus faire de coupure de poids. C'est pour ça qu'elle était montée heavyweight. Elle ne voulait plus avoir à s'occuper de ça. Mais là, elle redescend. Elle est capable de faire le poids. Elle a déjà été championne à 160 livres. Mais ça reste que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de coupure de poids. Ça fait longtemps qu'elle est inactive. Donc, est-ce que ça va être difficile pour elle de retomber dans ces eaux-là? Pourquoi Shields? Elle s'est juste battue 3 fois dans les 5 dernières années. Depuis sa défaite contre Shields, elle s'est battue 2 fois en 2019, 1 fois en 21. Elle a un combat en 4 ans. Genre, ça va être une balade dans le parc pour Claressa. Je m'attends à ce que Shields gagne outrageusement ça. Pourquoi Shields a accepté ce combat-là? Oui, pourquoi? Je te l'explique. À la base, ce n'est pas le combat qui était en train d'être négocié. Shields a répondu à l'appel de Ben Shalom et de Natasha Jonas pour se battre pour les titres de Natasha Jonas à 154 livres.
Alors, ils ont commencé à négocier ça. Shields était même prête à aller se battre en Angleterre contre Jonas, pas de problème. Elle n'avait aucun problème avec ça. Mais les offres et les contrats ont été refusés du côté. Ça me fait un peu rire. C'est Natasha Jonas qui a comme lancé l'appel. Shields a répondu, puis ils ont commencé à négocier. Mais Jonas a refusé l'offre que son propre promoteur a faite. Je ne sais pas si elle a choqué, je ne sais pas. Je ne peux pas dire si c'est parce qu'elle a été chicken ou c'est parce que l'offre était vraiment trop faible. Ce que j'en ai compris, c'est que c'était une offre à 6 chiffres assez élevée. On s'entend qu'elle vient de refuser aussi 600 000 $ pour affronter Harper. Hein? Fait que là, elle a refusé Harper, puis ça n'aboutit pas du côté salarial pour Shields. Donc, Shields s'est retourné à la dernière minute sur Anna Gabriels. Shields s'est retourné parce que Shields veut faire un combat de plus avant de retourner. Puis Marshall, ça n'aboutit pas non plus. C'est aussi son affaire. Shields a dit à Marshall, j'accepte un rematch, mais tu viens chez nous. Cette fois-là, Shields veut se battre chez elle principalement, surtout contre Marshall. Et Marshall, ben, elle refuse tout le temps, puis on le sait, c'est pourquoi. C'est son coach qui ne peut pas venir. Est-ce que tu sais qu'ils ont inclus un deuxième combat féminin pour partir la carte, pour être sûr que tu sois pris pour écouter le galop complet? C'est l'Allemande Sarah Ligman qui va ouvrir. Je l'aime bien. Elle est 7-0, elle a 21 ans. J'ai pensé qu'elle était sur ta liste de filles à surveiller. Non, elle n'est pas sur ma liste, mais Sarah Ligman, c'est une bonne boxeuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle était aussi chez Salitas Promotion. Ouais, donc, ça ne me surprend pas. C'est Mark Taffet qui est leur agent, dans le fond, le manager. Donc, sûrement que... Puis Sarah Ligman, elle est habituée de s'entraîner avec Clarissa Shields. Elle a fait partie du camp d'entraînement de Clarissa Shields, entre autres, pour Marshall contre Shields. Donc, c'est quelqu'un qui connaît quand même l'entourage de Clarissa Shields. Clarissa Shields devrait avoir d'autres combats féminins sur sa sous-carte, à mon avis. Il ne faut pas oublier que quand Marie-Ève Dicker a affronté Shields, il y avait plusieurs combats sur la sous-carte. Il y avait entre autres Marlene Esparza, il y avait Danielle Perkins qui était sur cette carte-là. Oui, je me rappelle qu'il y avait des bons combats avant la finale. À suivre. À suivre. J'ai compris mon gars. Oui, j'ai compris, mais moi, je passe par-dessus. Un autre, lui, c'est un combat qui m'intéresse. Franken Crudezern contre Savannah Marshall, et je dois t'admettre que, tu sais, Savannah Marshall, à une époque, c'était le monstre. Il y avait un monstre à deux têtes. Il y avait Clarissa Shields, puis il y avait Marshall. Mais, avant de gager vos maisons là, contre Franken Crudezern, attendez, parce que je vois un combat très 50-50 ici sur le papier. Tu me rejoins là-dessus. Franken Crudezern n'est peut-être pas élégante. C'est boxé. Elle n'est peut-être pas élégante, mais elle frappe fort en petit péché. Puis, il ne faut pas oublier que c'est une fille qui a eu aussi une grosse carrière amateur. Contre Marshall, elle a déjà affronté Marshall chez les amateurs. D'ailleurs, une fois, Marshall avait gagné au point, OK? Mais c'est comme une forme de revanche. Franken Crudezern, elle vient de starter sa promotion qui s'appelle The Heavy Eater Diva Promotion. Ça va être c'est une copromotion, ce combat-là, entre boxeur et sa propre maison de promotion. Et elle est tout à fait confiante, elle, de ramener ses ceintures. Elle les met en jeu, mais avec confiance. Puis on le voit, on l'entend dans les conférences de presse. Quand ils sont parlés, ils sont allés en conférence de presse pour commencer le build-up du combat. Puis Marshall a dit, j'ai beaucoup de respect pour Franken Crudezern, mais je pense que je vais la battre et tout ça. Puis l'autre, il a répondu, ah ouais? Il a dit, regarde, toi, t'as tout cuit dans le bec. Tu sors d'une défaite où on t'a promené comme un chien en laisse. C'est ça que Franken a dit mot pour mot. On t'a promené comme un chien en laisse. Clarissa Shields a fait ça. Puis en cadeau, on te donne une chance d'être undisputed tout de suite pour ton retour. Elle dit, moi, là, j'ai jamais eu de deuxième chance puis de troisième chance de même. Et je vais m'assurer, ma pauvre fille, que ce que j'ai m'appartient et va revenir aux États-Unis. Elle a eu des petites chances, Franken, là, je me rappelle comme, c'est pas vraiment une chance, mais elle avait perdu contre Jiménez. Ils ont découvert les stéroïdes dans Jiménez. Puis là, ça y avait comme annulé le combat. Mais là, je vais te surprendre parce que moi, je suis très à l'affût des sous-cartes. OK? Puis là, tu m'en as pas parlé de ça. Cette Crudezern puis Marshall, c'est sur la carte de Liam Smith contre Chris Eubank. Ouais. Mais on a annoncé que Natasha Jonas allait défendre son titre sur la même carte, mais on n'a pas d'adversaire. T'as entendu des noms?
Il y a toutes sortes de noms qui circulent, mais le nom le plus qui circule n'est pas crédible. Je pense que c'est une joke. Là. Il parlait de Nicolas Hopewell, qui est d'une 122 livres, qui montrait. Ça fait que selon moi, c'est une grosse joke liée à des jokes. Ça commence à faire beaucoup, là, monter de 32 livres. Non, j'ai vu ça hier, puis j'ai fait comme, OK, non, c'est une joke, ça se peut pas. On va laisser le magazine Natacha annoncer avec qui son adversaire. Mais non, il y a des noms qui sortent, mais présentement, il n'y a rien de concret. Si jamais c'était vrai, cette rumeur de Nicolas Hopewell, c'est sûr, je fais une crise de cœur. C'est sûr, je fais une crise de cœur, mais ça a l'air plus d'être amené comme une joke parce qu'on a vu Nicolas Hopewell sur les réseaux sociaux manger beaucoup. Mais ça pourrait être décevant comme Logan Howler ou des affaires comme ça. Non, mais tu sais, ça pourrait être, je sais pas, moi, des filles comme Maricela Cornejo, par exemple, qui pourraient descendre à 154 livres. Pourquoi c'est pas Femke Hermann? Tu sais, tant qu'à niaiser avec Lindbergh, vas-y, tu viens, tu as fait ce que tu avais à faire, tu mérites ta chance. Je pourrais poser la question à son agent, à Femke Artan Verbicol, qui va être là la semaine prochaine. Mais ça, c'est un vieux truc. Ils vont la faire affronter une fille de 140 livres parce qu'ils savent que leur fille n'est pas pesante. Je sais que Maricela Cornejo, elle a lancé sur les réseaux sociaux, « Allô, j'existe, je vais être prête. » Elle est beaucoup plus lourde après la journée de réhydratation. Ben, c'est ça. Ben, pour Jonas, c'est pas avantageux. Mais bref, ça peut... J'ai préparé un dossier. Ah oui, hein, c'est vrai. C'est un constat que je fais dans ma tête. Je veux juste te dire que depuis 6 mois, c'est un drame qui se passe en boxe féminine. Dans ma tête, en tout cas, c'est que là, on avait établi comme les deux associations pour se relancer, ils sont mis à en mettre des combats féminins partout. Moi, ma théorie, moi, j'adore la boxe féminine. Souvent, c'est le meilleur combat de la soirée, mais ma théorie, c'est si on en voit autant, c'est parce qu'ils gagnent moins d'argent. C'est ma théorie. Les promoteurs, ils ont découvert le poteau rose pour diminuer leurs coûts. Ils mettent les combats féminins. Ça, c'est injuste et il devrait y avoir une égalité salariale aussi en boxe féminine. Une équité, je dirais. Ouais. Mais là, on a voulu aller vite. Juste de mentionner que Marie Spencer a perdu son dernier combat contre Femke Hermann. Marie-Ève Dicker a perdu son dernier combat contre Natacha Jonas. Kim Clavel a perdu son dernier combat contre Jessica Neri-Plata. Jessica Camara a perdu son dernier combat. Puis Marie-Pierre roule. On roule sur notre top 5, là, c'est 5 défaites de suite. Là, on se ramasse à la même place avec les 5 filles. Il faut les repartir. Là, c'est comme là, si nos 5 filles étaient tombées en bas de la montagne en même temps. 5 filles il y a des questions à se poser aussi sur la manière dont ces combats-là étaient montés, sur plein de choses autour de tout ça. Avant de te laisser aller, j'ai une question. À la radio cette semaine, Régent Tremblay et Jean-Charles Lajoie parlaient de Marie-Pierre Roule. Et eux, ils sont venus à un constat qu'au niveau... Qu'est-ce que Marie-Pierre Roule a de différent de Kim Clavel et Marie-Ève Dicker? Elle est allée en championnat du monde, mais elle a dû travailler pendant son camp d'entraînement. Est-ce que, et là je pose la question, est-ce que tu es à armes égales quand toi, tu dois travailler pendant un camp d'entraînement versus une fille qui vit que de boxe? Est-ce qu'on aurait eu, je pose la question, est-ce qu'on aurait eu un autre dénouement si Marie-Pierre a eu un camp de 10 semaines sans aller travailler? Je ne le sais pas, mais... On ne le sait pas, mais on se doute que c'est possible. Parce que c'est pas nouveau qu'il y a des filles qui travaillent en boxe puis qu'il y en a d'autres qui travaillent pas. Le championnat du monde, je trouve que c'est plus touché. C'est parce que des filles comme Sandy Ryan, je ne crois pas que Sandy Ryan a travaillé, moi, présentement. Non, mais j'en vois pas poinçonner sa carte. Il y en a qui travaillent, là. Natacha Jonas, ça travaille. Natacha Jonas, je pense que oui, mais je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, c'est parce que pouvoir se dédier à la boxe 2 fois par jour, mettons, faire un entraînement de fitness le matin, de workout, faire un entraînement boxe en fin de journée, 6 jours semaine, puis aussi avoir un plan nutritionnel, avoir une hygiène de vie où tu peux te coucher à une heure raisonnable, faire des siestes, c'est parce que c'est aussi la récupération. Hein. Les gens oublient cette portion-là. Quand une fille, entre ces 2 chiffres, va boxer ou va travailler après son chiffre de gym, elle ne récupère pas, là. Elle ne va pas faire une petite sieste. Là, parce que tu sais que Carl Froch disait, si tu veux avoir du succès en boxe professionnelle, abonne-toi à Netflix et tombe endormi pendant un film en début d'après-midi. Il disait qu'il fallait vraiment prendre du temps pour dormir. Je vais faire un parallèle avec le soccer, le football. Okay? Le soccer, je connaissais des joueurs de l'Impact de Montréal, de Feu Impact qui est rendu CF Montréal, qui me disaient qu'eux autres, après l'entraînement du matin, ils allaient se coucher 2 heures.
Puis il y en a qui vont faire une récupération dans des spas. L'époque où tu flirtais avec des joueurs de soccer. Il y en a qui vont faire. Non, pas pantoute. Il y en a qui vont faire de la cryo. Il y en a qui vont faire toutes sortes de techniques de récupération, des massages, des ergots. Il y a des soins attachés à ça que tu dois faire le soir quand tu travailles ou la fin de semaine, quand tu devrais être en mode plus repos, prise de soin de ton corps. Ça reste que, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu vas te faire masser le soir, je comprends, mais ça reste que c'est dans ton temps libre où tu devrais peut-être être chez toi en train de faire tes affaires de ta vie quotidienne. C'est ça, mais moi, je ne suis pas un expert de conditionnement physique, là, comme vous voyez les rondeurs de mes joues, là, mais il y a le système nerveux aussi, là, que ça, il monte puis il descend. Là, quand tu es tout le temps en activité, mais là, tu vas finir par être à terre quand même. C'est sûr qu'une fille comme Jessica Camara, il y a des questions à se poser sur sa défaite, sa dernière défaite. Mary Spencer aussi. Là, Mary Spencer, on s'entend, elle a changé d'entraîneur. Elle a fait un changement. Peut-être qu'il y a quelque chose... Oui, ça, je voulais t'en parler, mais Sam, je sais que tu étais à l'écoute. Sam, c'est un bel opportuniste. Il fait toute la carrière de Marie-Ève Ducœur. Marie-Ève Ducœur, le saut de Marie-Ève Ducœur. Marie-Ève Ducœur ne devrait pas affronter Spencer. On est ailleurs, puis tout. Ducœur prend sa retraite. 2 jours après, il y a le chandail de Marie Spencer sur le dos. Je l'ai étudié ou je ne l'ai pas dit? Ben, assume-toi. Moi, je vois pas ça de même. Fait que, tu sais, toi, tu t'assumes, mais moi, je vois pas ça de même. Moi, je vois ça comme du travail. S'il y a une opportunité de réussir avec une boxeuse, je vois ça comme du travail, mais c'est justement, c'est là que tu te rends compte que la boxe professionnelle, c'est de la business, là. C'est de la business, c'est du travail. Ça n'a pas de on va voir si ça va se refléter dans la boxe de Marie le 1er juin, ces changements-là, parce qu'elle va avoir fait un camp d'entraînement complet, dans le fond, avec Sam Décarie. Est-ce que ça va être vraiment différent de ce qu'elle faisait avec Ian McKillop? Est-ce que c'est juste de l'adaptation? C'était juste une bad luck? C'était juste un bad day at work aussi? Il y a des questions à se poser, mais Marie Spencer n'a pas eu peur de dire « je change d'entraîneur ». Marie-Pierre Houle, c'est totalement différent. Comme tu dis, elle a travaillé, puis elle n'était pas... C'était le côté B. Elle le savait, là, Marie-Pierre. Elle s'en allait là. On savait qu'elle ne serait pas favorite. Puis, on le savait qu'elle avait moins d'expérience. Ryan, avec sa grosse expérience amateur des championnats européens puis tout ça, Marie-Pierre n'avait pas ça. Elle a à peu près 30 combats amateurs, Marie-Pierre. Elle est encore dans une courbe d'apprentissage, Marie-Pierre, de sa boxe. Non, mais ça, c'est en même temps, c'est pas ça. C'est pas merveilleux, ça, de prendre une fille qui boxait pour 500 chez les amateurs, l'envoyer en championnat du monde, puis elle apparaît bien. Déjà ça, c'est une grande victoire, là, versus, tu parlais de Marie Spencer, qui, elle, était triple championne du monde amateur, puis qui a perdu contre Herman. Dans le fond, qui va le plus loin avec les outils qu'elle a présentement? Marie-Pierre Houle peut être très fière d'elle. Moi, je suis fier de Marie-Pierre Houle. C'est ma nouvelle boxeuse préférée au Québec. C'est de ne pas avoir peur de s'équiper aussi, de s'équiper d'un entourage, de varier son entourage. Marie-Pierre, elle est avec Sébastien Gauthier, ça va bien. Elle était avec Jean avant, Zouski. Ils ont eu aussi des bons moments. Ouais. Mais là, elle a rajouté quelqu'un dans son coin. T'sais? Marisol, qui était là. T'sais? Là, c'est d'autres connaissances de boxe, c'est du côté du gym MAD. On s'entend là que ici, on va chercher quelqu'un d'autre pour compléter le coin. Des fois, 2 personnes dans le coin, c'est intéressant. Ben, tu connais l'expression, hein? 2 têtes valent mieux qu'une. Il ne faut pas avoir peur de dire je vais aller chercher tes connaissances ailleurs. Le milieu de la boxe, c'est quand même. Il faut s'adapter, il faut qu'on se sente très confortable avec la manière de travailler. C'est pas tant avec. Il ne faut pas nécessairement être ami avec ses coachs. C'est pas important. C'est d'avoir une structure de travail qui fonctionne. Fait que, tu sais, Marie-Pierre, de ce côté-là, ça va. Marie Spencer, on va voir les résultats peut-être le 1er juin. Sam est très compétent. Sam est compétent, il n'y a pas d'enjeu. On va voir. Maintenant que je l'ai brassé un peu, là, je sors des qualités. Puis aussi, là, le côté de la pression. Hein. Marie Spencer, là, elle avait beaucoup de pression sur elle à un certain moment donné. Des fois, il faut lâcher la pression un peu parce qu'il ne faut pas oublier que Marie Spencer, elle ne fait pas longtemps qu'elle est chez les pros. Ouais, c'est vraiment différent des amateurs. Il fallait qu'elle donne la première ceinture parce qu'on dirait que chez Eye of the Tiger, tant qu'il n'y aura pas ce premier, présentement, ils n'en ont pas, tant qu'il n'y aura pas ce prochain champion du monde-là, il y a comme tout le monde a comme un peu une pression de. Tu veux jouer avec dans la même ligue que Top Rank, mais tu n'as pas de ceinture. Fait que c'est vraiment comme il y a de la pression. Puis on dirait que, je reviens à la boxe féminine, c'est devenu comme dans leur tête, j'ai l'impression qu'ils voient ça comme un raccourci. On peut aller en championnat du monde au combat numéro 9.
Puis la même chose avec Yvon Michel. Tu sais, Yvon Michel, ne veut pas, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a de la tumulte dans son bateau. Puis il voit Caroline Vert clairement comme tu sais, l'île déserte où tu trouves des lingots d'or. Tu sais, Caroline Vert. Il y a des opportunités. Puis c'est parce qu'il faut comprendre une chose. Oui, on peut aller plus vite en championnat du monde parce qu'il y a moins de boxeuses, mais les boxeuses qui sont là présentement sont bien meilleures qu'il y a 5 ans. Alors là, c'est une nuance importante. Le volume de boxeuses dans une catégorie, des fois, on va en avoir 20 qui sont actives. Il y a 5 ans, tu en avais 3 qui n'étaient pas pires, puis tu en avais toutes les autres qui n'arrachaient. Maintenant, là, c'est plus ça. Le ratio de filles qui viennent des Jeux olympiques ou du monde des amateurs puis qui commencent leur carrière, là, il y a beaucoup de prospects puis on n'est plus à la même place. Donc, des filles, oui, on peut pousser Caroline Vert vite, mais quand elle va arriver au top, elle va pogner des bonnes filles. Fait que le but, c'est de la pousser de façon intelligente. Elle a une bonne le 12 mai, la prédiction, j'aimerais ça que tu fasses une vidéo avec ça, la prédiction de Laurent, Caroline Vert contre Emma Gongora, ça va être le meilleur combat du mois de mai au Canada. Ça va être excellent. Hey, un petit sujet vite avant de parler de nos dates. Oui, attends, j'ai juste à dire quelque chose. Okay? Oui, je vais juste te dire que le combat de Cruz de Zern contre Savannah Marshall, Shadashia Green va être assise première rangée et elle surveille les deux filles. C'était juste Shadashia Green est déjà, on sait déjà que ça va être ordonné qu'elle prend la gagnante. Ouais, alors voilà, c'est déjà fait. Puis Jake Paul est en arrière de Shadashia Green. Ça se pourrait qu'on la voit, qu'on voit le combat de la gagnante en sous-carte d'un Jake Paul. Il y a un buzz sur Shadashia Green, mais pour le moment, il livre la marchandise à chaque fois qu'on y amène un combat. Dire que 2023 est difficile pour Estelle Mosley est un euphémisme. On n'arrête pas d'en parler d'Estelle Mosley, mais tu sais, c'est un recap depuis le mois de janvier, ce qui se passe dans sa vie, c'est le bordel. Pour commencer, elle fait 2 carrières en parallèle. Elle est sur un cycle olympique, puis ça ne se passe pas comme prévu. Puis, parce qu'on se disait, la championne olympique de 2016, le Golden Couple, ça devrait être les doigts dans le nez qu'elle se qualifie pour les Olympiques ou qu'elle va chercher des médailles au championnat du monde. Mais c'est pas de même que ça se passe. Puis en parallèle, elle mène sa carrière pro, mais c'est brouillon là, de A à Z. Première chose, si on parle des amateurs, Laurent, elle s'est présentée aux pré-qualifs olympiques cette année. Okay? Les pré-qualifs olympiques, ça, c'est pour déterminer qui en France, mettons, va aller au championnat européen. Pour la qualif olympique, ça, c'est au mois de juin. C'est de même, ça marche en Europe. Donc, elle a gagné sa place. Ça s'est bien passé. Okay? Mais tout de suite après avoir fait ces pré-qualifs-là, elle est intervenue en boxe pro pour défendre son titre IBO à 135 livres contre une fille qui s'appelle Anisha Bashir, okay? Une fille qui était classée 18e IBO. On ne parle pas de 18e dans les classements réguliers, c'était 18e IBO, puis qui est, je pense, qui était. Elle avait pas beaucoup de. Elle avait quasiment été paritaire dans ses victoires et ses défaites. On va dire ça de même. OK? Elle avait peut-être 11 victoires, 8 défaites, mettons, quand elle a affronté Mosley. Fait que c'était une défense optionnelle, très optionnelle, dans un show qu'elle avait organisé elle-même, by the way, comme promotrice, OK? Comme promoteur. Ça passe, elle gagne, mais tu sais, l'autre a fait des bons coups pareils, puis c'était pas éblouissant comme combat. Tout de suite après, elle s'en va au championnat du monde de l'IBA, en Inde, parce que la France n'a pas boycotté ces championnats-là. Mais rappelle-toi, Laurent, qu'il y a beaucoup de pays qui avaient des très bonnes boxeuses qui n'étaient pas là. Canada, États-Unis, Angleterre, Irlande, pour ne nommer que ces pays. Donc, il y avait beaucoup de grosses pointures amateurs qui étaient absentes de ces championnats du monde-là. Et Estelle Mosley s'est fait planter par une Colombienne en 8e de finale, 5-0. Écoute, elle ne s'est pas rendue proche des tours de médaille, là. Elle s'est fait planter en 8e de finale dans ces championnats-là où la crème de la crème était absente, là. Parce que les Américaines, les Anglaises, les Irlandaises, Canada, là, c'est pas mal la crème de la crème. Elle s'est fait planter. Non, mais planter, c'est 5-0, elle n'a pas gagné un round. Elle n'a pas gagné un point dans son combat contre la Colombienne, puis elle a pas. C'était 8e de finale, pareil. Il y en a qui vont peut-être dire, OK, mais c'était peut-être un mauvais tirage, ça se peut. Là, après ça, elle revient chez les pros cette semaine. Elle a fait un combat vendredi, si je ne me trompe pas, contre Magali Rodriguez, qui est la championne WBC Silver à 140 livres. Donc là, elle a été à 135 livres pour son titre IBO il y a un mois et demi. Elle monte à 140 livres pour le WBC Silver après s'être fait planter chez les amateurs. Planter.
Oh ouais. Si on suit, là, si on suit le cheminement, il n'y a ni queue ni tête là-dedans. Elle a même pas gagné contre Magali Rodriguez. Ils lui ont donné un nul majoritaire. Fait que ça va pas bien. Mais c'était un nul majoritaire qui n'aurait pas dû être un nul majoritaire. Ça aurait dû être une défaite pour Estelle Mosley. Honnêtement, là, elle a même pris le tapis. Elle s'est fait knocker down au 7e round. Magali Rodriguez l'a knocké down au 7e round. Fait que, tu sais, il y a eu 2 résultats de 95-95, puis il y en a un qui a donné l'avantage à Mosley qui avait mieux commencé. Elle est sortie flat dans son combat. Vous irez voir, le combat, il est en ligne. Je pense qu'il est sur YouTube ou Instagram. Elle est sortie flat contre Magali Rodriguez. Elle fait du 1-2 comme chez les amateurs. Il n'y a rien dans ce combat-là qui, moi... Puis là, en plus, elle fait un post sur Instagram pour dire « Vous irez voir, vous irez juger, j'ai l'impression de m'être fait voler. » Pas pantoute, là. Moi, j'ai regardé ce combat-là, mais je suis comme genre « OK, oui, je suis allée le voir, justement. » Puis un nul pourrait faire, mais selon moi, c'est un nul défaite. C'est pas un nul victoire, c'est un nul défaite. Elle a le vol facile. Le dernier sujet, puis c'est celui que j'ai le plus hâte, parce que là, moi, je suis bien prêt pour le dernier, OK? Même que je vais le partir. Ah ouais, parle-moi ça. Partir ça. Il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, influent dans le monde de la boxe. Tu sais, parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des petites guéguerres entre les folles groupe Gym puis le groupe Eye of the Tiger. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Ouais, Léla Baudouin, pourquoi qu'elle fait encore des combats de 6 rondes? » Puis là, moi, je propose une réponse. Je n'ai pas demandé à Léla, mais je crois que tant qu'elle va être aux études pour devenir infirmière, elle va rester sur des 6. Mais là, je suis allé voir son adversaire. Puis ça, c'est des phénomènes en boxe féminine. La fille n'a pas gagné depuis 2017, OK? Mais là, je regarde ça, j'ouvre ça, OK? Elle perd des décisions serrées contre la même fille, 16-1. Mm-hmm. Après ça, elle va la repogner. Elle va faire un nul quand l'autre fille est rendue 17-2. Elle vient de faire des combats nuls avec une fille de 4-0. Une fille de 12-3, Melissa Esquivel, qui est la sœur de... Très bonne, by the way, Melissa Esquivel. Qui est très bonne, elle vient de faire un nul. Fait que là, on prend une fille. Tu sais, des fois, je dis, ils vont chercher les fiches les plus belles avec des boxeurs pas dangereux. Là, on dirait que c'est l'inverse. La fiche est tout croche, mais la fille est bonne. Fait que Léla... C'est un défi pour Léla, ça va être intéressant. Elle a une bonne adversaire malgré sa fiche qui fait sourire. Puis là, on fait un 6 rounds, c'est dans le temps de ses fins d'études, là. Effectivement, tu as raison là-dessus. On y va. Elle a fait un 8 rounds, son dernier combat, si je ne me trompe pas, Léla. Mais là, c'est un 6 rounds. Puis ce 6 rounds-là, c'est légitime. Elle est en fin d'études, à des examens la semaine d'après ou d'avant. Ça peut changer. Quand on va arriver à l'automne, là, elle va commencer dans les 8 rounds. Léla va être prête, là, parce qu'elle pense prendre une sabbatique. Mais ça va être super intéressant. Là, on parle de la carte de la semaine prochaine, qui va être sur Punching Grace. Là. Il y a 3 combats féminins là-dessus. 4, parce qu'il y a Layla McCarter aussi qui va être sur la carte, by the way. Oui, mais c'est encore comme nébuleux, ça. C'est toujours nébuleux avec Layla McCarter. On va le savoir à la journée de la pesée. C'est toujours nébuleux que la boxe. Non, mais pour Layla McCarter, mais il y a les 2 filles, il y a 2 des 3 filles signées chez Eye of the Tiger sur cette carte-là. On parle de Layla, mais il y a Vanessa Lepage-Joannis qui revient. Oui, mais aussi. Vanessa Lepage-Joannis, je veux que tu découpes ça aussi, l'extrait, OK? Vanessa Lepage-Joannis sera en championnat du monde en Nouvelle-Zélande en avril 2024. C'est réglé. On va le découvrir. Il va faire une spéciale prédiction, Laurent. Oui, puis là, elle affronte une fille, il faut quand même que je te l'annonce, OK? Elle affronte une fille qui a commencé sa carrière à 130 livres, qui a affronté Jessica Camara, qui a affronté Annie Mazerol, possiblement au Nouveau-Brunswick, et là, qui était à 130 livres en début de carrière, qui était à 187 livres à son dernier combat, puis là, va probablement être à 186. Elle s'alimente au même restaurant que moi, probablement. Mais ça fait partie un peu du folklore de la boxe. Quand tu vas jouer dans les poids lourds, là, chez les femmes, il y en a qui ont juste pris du poids, puis on en prend tous. Mais... Moi, je dis toujours, soyez patient avec les adversaires de Vanessa. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et ça n'enlève pas de la valeur à Vanessa. Je le répète, ça n'enlève pas de la valeur à Vanessa. Elle va être en championnat du monde en avril 14. Quand elle va pogner les championnes, on va vraiment voir qu'elle est prête pour ça. Mais ça devrait être un combat, selon moi, qui va être autour de contracter à 190 livres, quelque chose de même pour Vanessa, là. Probablement. Là. Ça va être intéressant. Vanessa est tout le temps spectaculaire. Fait que ça c'est un combat à ne pas manquer. Ça va être encore spectaculaire.
ça va être. Moi, je pense que l'uppercut va rentrer au poste encore comme d'habitude. Voilà, c'est dit. Martine Vallière-Bisson est ajoutée sur cette carte-là. Ça ne paraît pas sur BoxRec présentement, ni sur. Il faut que je me fâche. Oui, fâche-toi. Martine Vallière-Bisson. La fille qui leur a donné du contenu l'année passée quand ils ont perdu les jumeaux Pérez, il y a 2 ans, sont ramassés avec juste 3 combats. Martine avait payé son spot. Ah ouais, viens nous sauver à TVA, viens nous sauver à Punching Grace, on ne te redonnera même pas une pièce. Là, elle paye encore pour se battre. Elle va encore aller sur Punching Grace. C'est correct. Là. Elle a juste à ne pas payer si elle ne veut pas y aller. C'est elle qui paye, c'est son problème. Mais ça fait partie de la game. Mais c'est même pas annoncé sur BoxRec, rien. Il pourrait au moins. J'ai posé la question aujourd'hui. Courriel à BoxRec dire elle sera là. Je me préparais aujourd'hui pour notre podcast, notre enregistrement, puis j'ai écrit sur Twitter à Eye of the Tiger parce que je voulais savoir si elle allait être diffusée sur Punching Grace. Il y a des gens qui me demandent est-ce que Martine va être sur Punching Grace parce qu'on veut s'abonner pour la voir? Et la réponse est oui. Punching Grace, Eye of the Tiger m'a confirmé que le combat va être sur Punching Grace. Martine, je crois que ça fait son affaire aussi parce qu'elle a des commentaires. Pourquoi il n'envoie pas un courriel l'ajouter sur BoxRec? C'est facile. Là. Vincent Morin, il m'a envie de dire dans 2 minutes, je vais être sur BoxRec. Je le vois sur BoxRec, puis là, j'ai les adversaires. Bref, Martine va se battre sur cette carte-là. Je suis très contente pour elle parce que depuis sa défaite contre Emma Gongora où elle avait eu le nez cassé, ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'elle récupère premièrement. Puis après ça, il n'y a pas beaucoup d'offres quand tu n'as pas de promoteur. Hein? Alors là, elle a pris le taureau par les cornes puis elle se paye elle-même un spot. C'est correct. Elle fait une campagne de financement. On peut encore donner des sous, même si l'objectif est atteint, c'est des sous qui vont servir à des camps d'entraînement futurs aussi. Là. Fait que c'est pas perdu, là. Fait que c'est sur le Make a Champ, des réseaux sociaux de Martine, le lien est là, puis on peut encore donner jusqu'à, je pense, au début de semaine prochaine. J'invite les gens à le faire. Carte du 12 mai, Punching Grace. Peut-être avec Léla McCarter dessus. J'ai aucune idée, ça serait sur la carte de diffuser de la télévision. Là, tu t'es mêlé dans tes dates, là. C'est la carte du 5 mai sur Punching 5 mai, excuse-moi. 12 mai, c'est Kim Clavel. Excuse-moi, t'as raison. 5 mai Punching Grace. Je suis allumé, hein? Ah, t'es très allumé. 5 mai Punching Grace, peut-être 4 combats féminins. On va voir qu'est-ce qui se passe avec Léla McCarter, qui est une très bonne boxeuse. Elle n'a pas manqué, c'est une bête. La carte du 12 mai, 3 combats féminins. Moi, je vous le dis, Kim, Emma Gongora et Caroline Vert, ça va être le meilleur combat du mois de mai au Canada, tout pays confondu avec la carte du Mexique. Le gros combat, c'est Gongora contre Vert, ça va être la guerre. Gongora aussi, surveillez-la dans les conférences de presse, c'est une Française, donc elle est capable de répondre, elle est capable d'en donner aussi dans les conférences. Donc, très bien, elle s'améliore de combat en combat, il faut le dire. C'est la relève, c'est une des relèves de cette catégorie-là, peu importe sa fiche. Alexia Kubicki, c'est un petit phénomène. On l'a Alexia vu. Kubicki, elle va se battre contre Vera Barrera. C'est un combat qui est moins intense que ces derniers, mais c'est correct parce qu'elle est jeune. Fait qu'on ne peut pas juste lui amener des pointures top 5 là, rendu là, il faut qu'on la prépare aussi. Ça va être un combat tout à fait bien pour elle. Elle va donner un bon spectacle, selon moi, et les gens vont l'aimer. C'est quelqu'un qui est très, très intéressante, qui a une personnalité qui est vibrante. Ses réseaux sociaux sont très bien, très intéressants. Ceux qui ne la connaissent pas, ils ont juste à la suivre, puis ils vont apprendre à la connaître rapidement. Elle pose beaucoup. Si j'étais gérant de boxeur à ce niveau-là, il peut avoir un intérêt à ne pas signer au jour 1, à aller chercher des victoires, à t'arranger un peu par toi-même, puis essayer de signer quand tu as une valeur et un classement. Parce que là, elle commence à être classée. Elle a battu des filles qui étaient des aspirantes mondiales. Fait que je me demande, est-ce que sa valeur est plus haute qu'elle était au jour 1? Là, les promoteurs vont commencer à tourner autour. Les promoteurs, puis elle a un agent, là, c'est Artan, c'est le même agent que Femke Herman, justement, là, et que Fabiana Bietiki, Oshin Deriou. L'agent a beaucoup de femmes dans son équipe. C'est une fille qui est très proche de son papa. Son papa est proche d'elle, elle est jeune. Donc, la famille reste proche pour protéger aussi la boxeuse, qui c'est un monde un peu de... On va dire qu'il y a des rapaces là-dedans. Là. Il y a des requins dans le monde de la boxe. Hein. C'est pas un monde où c'est facile de naviguer quand tu n'as pas de promoteur. Alors, mais ça est à découvrir. Elle est intéressante. Elle est canadienne et elle a beaucoup de volonté de devenir championne du monde, classée top 5, top 6 IBF présentement, déjà après même pas un an de vie pro. 1er juin?
Marie Donc, Kim Spencer. Clavel, je voulais Ah te oui, parler. Kim Clavel, oui, Kim c'est vrai. Clavel, je suis curieux, OK, puis je vais te le dire, c'est parce que son adversaire n'a pas gagné un round, mais elle affrontait comme un genre de phénomène, là, la sœur de Fondora, Gabrielle Fondora, mais elle est grande, tu sais, puis c'est un autre style, c'est compliqué. Contre Kim, elle retourne à quelqu'un qui est de la même grandeur qu'elle, puis c'est une fille qui a toujours gagné des rounds dans sa carrière. Fait, est-ce qu'on va avoir Kim qui va balayer ou Kim Je m'attends, peut-être que Kim va balayer, mais je m'attends que l'adversaire soit capable de gagner peut-être une coupe de rounds là-dedans, 1 ou 2 rounds. On va avoir des changements du côté de Kim Clavel. Pour Kim, ça va être important de regarder comment elle boxe et non pas si elle domine. Il va falloir voir comment elle boxe. Est-ce que sa défensive était meilleure que la dernière fois? Est-ce qu'elle est moins émotive que la dernière fois? Est-ce qu'elle a fait des ajustements? C'est ça qu'elle va travailler contre cette fille-là. Kim a des choses à travailler pour aller rechercher des gros combats contre, par exemple, Neri Plata, Seminza Estrada ou des filles comme ça. Et le travail au gym va se refléter dans ce combat-là. Ils sont allés chercher une fille qui a un style similaire à des Neri Plata, mais pas le même talent, similaire à des filles de la catégorie. Il va falloir observer, puis on pourra dire après ça qu'est-ce qu'on a vu de bien, puis est-ce qu'il y a encore des lacunes. Tu sais, c'est un combat pour travailler, celui-là. C'est un combat pour pratiquer des affaires. Attendez-vous à ça, puis c'est correct. Ça prend ça. Ça t'est toujours intéressant de voir Kim boxer. Elle boxe très bien. Elle a vraiment un style qui est très vendeur, intéressant. Et le 1er juin prochain, là, encore là, je veux faire l'introduction. C'est parce que Marie Spencer affronte Adriana Dos Santos Araujo. Okay? Ouais. C'est une fille qui, oui, pesait 30 livres de moins quand elle est allée aux mêmes Jeux olympiques que Spencer. Mais ça demeure une fille qui a gagné une médaille de bronze. Ça demeure une fille qui ne s'est jamais fait faire mal d'un ring professionnel. Elle est Fight Ready aussi, présentement. Je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux, puis elle est Fight Ready. Elle vient d'affronter, elle a affronté Chantel Cameron, qu'on a parlé tantôt, mais ouais, elle n'a pas gagné un round. Mais c'est de voir, là, du côté d'Eye of the Tiger, moi, j'ai posé des questions, puis ils sont comme, sans dire qu'ils sont inquiets, ils se demandent, tu sais, si Spencer, il faut qu'elle gagne des rounds. Elle ne va pas la knocker, probablement. L'autre, elle va avancer dans le combat qui est prévu sur 8 rounds. Puis on a une fille qui est très résistante. Là, tu sais, c'est ça, celle que je te parle, la brésilienne. Elle a fait 10 rounds avec Abe Laneda, Lopez, Hernandez. Elle vient de faire. C'est un bon adversaire, by the way. Abe Laneda, c'est une bonne adversaire. Elle vient de faire 40 rounds à ses 4 derniers combats. Parce qu'elle a fait aussi la limite contre Cameron. Fait que l'endurance, c'est vraiment pas un problème pour elle. Encore là, on fait le parallèle avec Femme Kerman qui a mis Marie jusqu'à la fin. Okay? Donc, Marie Spencer, pour arriver à ses fins, elle doit faire des rounds. Elle ne peut pas juste faire des knockouts au premier round. Il faut qu'elle travaille sa boxe pro dans un ring pro le plus possible avec des repères pro pour qu'elle prenne le beat. Puis ça, c'est un adversaire parfait pour la faire travailler. C'est aussi le même principe que ce que je disais pour Kim Clavel. C'est un adversaire pour la faire travailler et c'est un adversaire qui a du talent, qui a gagné une médaille olympique, peu importe à quel poids, c'est pas important. Elle s'est rendue à la médaille olympique. Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas boxer, qui ne sait pas c'est quoi prendre soin d'elle, d'être en forme pour son combat. On parle d'une fille qui aime la boxe passionnément aussi, qui a à peu près le même genre de background que Mary. Elle a fait une longue carrière amateur, quelques combats pro. Elle est allée en championnat du monde déjà contre Chantel Cameron. Je crois que c'est parfait pour Marie Spencer. Et si Marie Spencer knock cette fille-là en début, ça va vouloir dire que ben des affaires parce que c'est pas facile à knocker, mais je ne crois pas que le but, c'est de faire un knockout. Je ne crois pas que le but, c'est de l'amener dans un knockout rapide. Il faut que Mary soit capable de travailler sur la ligne du temps de son combat. Je te fais une deuxième prédiction. La même journée que Vanessa Lepage-Johannis va être en championnat du monde en Nouvelle-Zélande. Marie Spencer va être aussi en championnat du monde en Angleterre. Et là, ça va être un cauchemar logistique parce qu'il va falloir regarder un combat à 5h45 du matin, puis l'autre à 5h45 l'après-midi. Bon, tout le monde va être mêlé. Pas grave. 2 combats de championnat du monde dans la même journée à 12 heures de distance. Ça va être une première. C'est ma deuxième prédiction. Ah, t'es bien excité par ça, hein? Regarde. S'il fallait que ça arrive. On va avoir plein de combats championnat du monde, même, je regarde les horizons, là, puis en conclusion, mais je vois Marie Spencer, 1 an, elle peut retourner au championnat du monde. Vanessa Lepage-Johannis, 1 an. Je vois Léla Baudouin, un horizon de
24 à 30 mois. Toi, tu n'es pas sorti de l'auberge, là, parce qu'à chaque fois, tu vas être obligé d'aller à la radio, à la télévision. Tu es devenu Ça va me prendre du cash, Laurent. Là, je ne pourrais pas faire ça avec mon propre argent. Là. Tu vas manquer de robe pour aller dans les gars. Il va falloir que je commence à investir, à trouver des commanditaires. Là. Non, mais il y a beaucoup, c'est en effervescence. Caroline Vert, moi, je vois fin 14, fait que tu n'as aucune idée là, comment tu vas être débordé. Il va falloir te trouver des commanditaires parce qu'à un moment donné, les avions, ce n'est pas gratuit. Ça coûte trop cher. Bref, si je veux sortir de Rimouski, il me faut des commanditaires. Voilà. Ça va être la fin de ce podcast, Laurent. Commanditer cette fille-là, OK? Puis c'est la fin du podcast. C'est la fin de cet épisode. Je te souhaite un excellent mois de boxe. J'étais prêt pour une autre heure. Là. Bye, là! Bye.